Alors, on va se diriger vers Arcadis. On va regarder comment on franchit un canal. Voilà, c'est intéressant. Le canal du Midi, bien célèbre dans toute cette région. On va regarder comment on s'y prend. En dessous, au-dessus, voilà. Ça va être en dessous, hein, parce qu'autrement, on ne comprendrait pas pourquoi on est ici. Surprise. Bonjour à tous. Avec Johan, nous travaillons donc chez Arcadis et donc nous assurons donc la maîtrise d'œuvre des ouvrages génie civil donc du projet connexion ligne B donc pour le compte de Tisséo Ingénierie. Donc, le projet a été présenté tout à l'heure, mais je vais refaire un petit focus donc, sur le projet donc, qui s'appelle Connexion Ligne B parce qu'il vient se raccorder donc, à la ligne C au sud de Toulouse, donc au niveau d'une station aérienne, la station Labège-Madron. Et donc le projet débute donc, au terminus de la ligne B donc, actuelle au niveau de Ramonville. Le projet fait 2,6 km environ, avec une première partie souterraine sur 400 mètres et une partie aérienne de 2,2 km ensuite. Sur la partie des ouvrages souterrains, les 400 premiers mètres, on voit donc que le projet débute au niveau de la station Ramonville, donc qui comprend également une gare bus et un parking relais. Avant de passer au niveau du canal du Midi, le projet donc, franchit donc, une zone naturelle, donc un bois de Poussico qu'on a essayé, donc, pour lequel on a essayé donc, de réduire au maximum les impacts. Passer donc, le canal du Midi, le projet donc, franchit ensuite 2 avenues, dont l'une en remblai, franchit elle-même donc, le canal du Midi donc, via un passage supérieur, donc, comportant donc, des appuis également sensibles aux éventuels tassements lors des travaux. Parmi donc, les contraintes qui ont dicté la conception du projet, on peut donc énumérer tout d'abord les contraintes fonctionnelles et donc les contraintes liées au matériel roulant. Donc le système VAL de Siemens nous donne des contraintes donc, sur le profil en long, donc limité à 8% en pente et à des rayons minimaux de courbure en plan donc, de 180 mètres. Le projet, on est parti du principe pour limiter la gêne sur l'exploitation de la ligne B de se raccorder au niveau de la station Ramonville et au niveau des pistes existantes, de manière à réaliser les travaux au maximum de manière indépendante de la ligne B en exploitation et de venir se raccorder sur une opération coup de poing, donc dans une période donc, à venir l'été 2026, sur une période de fréquentation plus réduite, pour venir raccorder donc, l'extension, la connexion ligne B à la station existante. Au niveau des contraintes du site, donc le canal du Midi, donc l'ouvrage principal qui a contraint donc, la conception de ce début du projet CLB, donc ouvrage classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et donc bordé donc, de 2 allées de platanes et de 2 chemins donc piétonniers et cycles à intégrer. Et également, donc, sous le canal du Midi, la présence de 2 réseaux sensibles d'eau pluviale et d'eau usée, situés à faible profondeur sous le canal du Midi, et donc qui représentaient donc, une contrainte supplémentaire par rapport à un franchissement, l'hypothèse d'un franchissement souterrain. Et donc, ensuite, voilà, 2 avenues à franchir, mais j'en ai déjà parlé. Bonjour à tous. Donc, dans notre contrainte, au-delà de ce qui a été cité précédemment, on a l'aspect géologique. Les premiers sondages dans la zone du canal ont identifié la présence de sable grossier dans la molasse toulousaine. Et donc, au fur et à mesure de la conception, entre l'avant-projet et le projet, des sondages ont été rajoutés pour densifier au maximum dans le canal, dans le lit du canal, par des sondages sur barge et sur les chemins de halage, pour essayer d'identifier avec le plus de précision possible cette lentille de sable que vous avez représentée en rouge en bas à gauche sur le profil géologique. Pour donner une petite idée, cette lentille de sable a une épaisseur de l'ordre de 10 mètres.
sur les 10 km de sondage carotté qu'on a entre la ligne C et la ligne B, qui ont été réalisés entre 2017 et 2022, on a rencontré une lentille de sable de 10 mètres d'épaisseur que 2 fois. Donc c'est pour ça qu'on parle de nœud de contrainte ici, c'est que finalement c'est assez rare, voire exceptionnel, et ça se trouve exactement au droit du canal du Midi, sous les réseaux. Donc ces sables molassiques en place, ils ont une très bonne compacité. Finalement, quand on fait un essai pressiométrique sur un forage, on est incapable de distinguer ces sables de la partie plus fine et plus cohésive qui l'entoure. En revanche, quand on ouvre les carottes, on le voit en haut à gauche, il est très, très peu cohésif et on peut s'attendre à avoir des difficultés en travaux souterrains. Et en plus, ces lentilles de sable sont disposées totalement de façon aléatoire dans la molasse. On le voit sur la première photo au milieu de l'écran. On a un front totalement mixte avec en partie supérieure des sables gris très grossiers, très perméables, et en partie inférieure, la molasse plus classique avec des limons plus ou moins argileux. Ces sables, selon la classification GTR, ils se situent entre du B5 et du B6, et ils présentent une perméabilité qu'on a mesurée au droit du canal par des essais de pompage entre 10-5 et 10-6. Donc pour la suite du projet, on retiendra une perméabilité de 10-4 pour pouvoir définir qu'est-ce qui va être retenu comme méthode de travaux et comme conception. Bien que ça ne soit pas mesuré sur site, par sécurité, on retiendra 10-4. Les solutions qui ont été imaginées au stade de l'avant-projet lors de l'analyse multicritère, ça a été d'abord un franchissement par viaduc, donc directement remonté depuis la station existante pour passer par-dessus le canal. La deuxième solution qui a été étudiée, c'était des tranchées couvertes, donc en pieux séquent, 500 mètres de tranchées couvertes qui relient l'existant avec la partie en viaduc 500 mètres plus loin. Un tunnel creusé en méthode conventionnelle avec une voûte le plus surbaissée possible pour pouvoir passer avec une meilleure couverture et surtout passer sous les réseaux. Cette solution-là, dans ces sables grossiers, on était obligé de prévoir un pré-soutènement, soit par congélation des sols, soit par pipe proofing. Et enfin, la dernière solution qui a été étudiée, c'était un tunnel creusé au tunnelier, soit en monotube, soit en bitube. Les solutions qui ont été écartées à l'issue de cette analyse multicritère, très rapidement, la solution en viaduc, parce que non seulement elle devait passer par-dessus le canal, mais surtout passer par-dessus l'avenue Latécoère qui est en remblai à la sortie du canal. Et donc ça conduisait à faire un viaduc de 15 mètres de hauteur, avec un linéaire très très faible pour pouvoir monter jusqu'à ces 15 mètres, avec une pente limitée à 8%. En plus de ça, le canal est classé au patrimoine mondial, donc les contraintes architecturales pour aller impacter visuellement cette zone étaient très sensibles, ainsi que l'impact sur le bois de Poussico et les platanes qui bordent le canal. Pour la tranchée couverte, l'impact était très important sur l'exploitation du canal. On ne savait pas faire des travaux à moins de 6 mois de fermeture du canal. Le déboisement sur le bois de Poussico et sur les platanes était inacceptable. Ça induisait l'abattage d'une quinzaine de platanes. Et enfin, la dernière contrainte avec cette solution, c'était la déviation des réseaux, puisqu'on a parlé des réseaux principaux pluviales et eaux usées sous le canal, mais il y a tout un nœud de réseaux qui longe le canal et qui longe l'avenue de l'Europe située le long du canal. Les solutions de creusement en méthode conventionnelle dans ces sables n'étaient pas très rassurantes. La congélation des sols et le pipe-proofing devenaient très vite très chers parce que, comme on est en courbe, on devait faire des tirs de congélation ou de pipe-proofing beaucoup trop longs. Donc la solution a été très rapidement abandonnée. Et enfin, le tunnel creusé au tunnelier en monotube a été rapidement abandonné puisque, avec les 8% de pente imposée, on ne savait pas descendre suffisamment profond pour avoir au moins un demi-diamètre de couverture sous les réseaux. Donc, la solution qui a été finalement retenue en conception, donc à l'issue de l'avant-projet,
a été donc pour le franchissement du canal du Midi, donc un tunnel bitube de 4,66 m de diamètre, avec donc 2 tirs de 265 et 250 mètres de longueur. Et de part et d'autre de ce tunnel, donc 2 ouvrages de transition, afin donc de permettre déjà d'installer et de ressortir le tunnelier après chaque tir, et de raccorder notamment côté Ramonville au viaduc. Au niveau de la conception, donc, on avait prévu donc, des soutènements en pieux sécants, de manière à optimiser les emprises de chantier, que ce soit côté Ramonville pour limiter l'impact sur la zone naturelle et le bois de Poussicot, ou à la sortie du tunnelier, compte tenu de l'exiguïté de la zone et de la présence d'habitations et de riverains. Au final, la solution qui a été retenue à l'issue de l'appel d'offres a été plutôt une solution variante avec donc, des soutènements en parois moulées définitives, avec donc, des moyens optimisés en termes d'emprise. Pour ce qui concerne donc, les ouvrages à protéger, donc on avait donc les 2 réseaux dont on a parlé, EP et EEU, pour lesquels donc, les concessionnaires de ces réseaux nous ont donné des contraintes de tassement admissibles donc, de 7 mm qu'on a donc, répercuté dans le marché, dans l'appel d'offres, et donc qui ont été respectés en travaux. Et donc au niveau du canal du Midi, donc, assurer donc, l'exploitation du canal en dehors des périodes de chômage. On voit sur le visuel là qu'on a présenté, notamment le toit de la lentille sableuse, donc qui intercepte les 2 tubes et donc qui également en interface avec les 2 réseaux disposés donc à faible profondeur sous le canal. Au niveau des mesures préventives, donc qu'on a présenté, qu'on a retenu et qu'on a demandé de respecter au niveau du marché, donc c'était donc un tunnelier donc à pression de confinement afin d'assurer la stabilité du front et de limiter donc les venues d'eau. Au niveau du canal du Midi, donc la construction d'un ouvrage provisoire permettant donc de s'affranchir d'un éventuel aléa et en cas de fontis donc, sous le canal du Midi pendant les travaux de creusement. Et vis-à-vis des réseaux, donc, des injections de renforcement du terrain et donc des clouages en fibre de verre afin d'agrafer le sol autour des réseaux. En complément, les gestionnaires des réseaux ont procédé avaient prévu donc, des renforcements de réseaux via des chemisages intérieurs et des dispositions préventives de remontée de dispositifs de pompage pour remonter les eaux usées dans le cadre EP. Et enfin, on avait également prévu donc, des mesures d'auscultation par des cibles topo et des extensomètres. On verra par la suite que bon, ces dispositions n'ont pas forcément été retenues, mais l'entreprise a prévu d'autres mesures aussi efficaces. Là, c'est une vue graphique qui permet de visualiser donc, les renforcements de terrain donc, sous le fond du canal du Midi, autour donc, de ces réseaux et au niveau donc, des deux tunnels. Quelques mots sur les travaux, donc, qui sont terminés à 99% aujourd'hui. Le groupement du lot 2 est composé de Bessac, GTM et Soletanche-Bachy. Au droit du canal, les injections ont bien été réalisées. On le voit sur la photo de gauche, elles ont été réalisées depuis un bâtard d'eau pendant la période de chômage du canal. Le retour d'expérience de ces injections, c'est qu'un très faible volume de coulis a été injecté. Bien qu'on soit dans des sables grossiers, molassiques, ces sables sont finalement très peu injectables. Et on s'en doutait, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on avait prévu d'équiper chaque forage par des clous, de manière à agrafer le terrain
Et finalement, on s'est rendu compte par le suivi des tassements des réseaux, qui ont été suivis par chaîne inclinométrique, où on avait une mesure de tassement tous les quarts d'heure pendant tout le creusement, qu'au droit de ces deux massifs d'ancrage, on avait un peu moins de tassement que de part et d'autre du canal. En revanche, le canal provisoire, lui, n'a pas été réalisé. Et en contrepartie, des adaptations du tunnelier Bessac ont été proposées, permettant d'injecter du coulis à l'avant du front, en cas de problème, en cas d'aléa. Il a été fait le choix de creuser en premier le tunnel qui était censé rencontrer la lentille de sable la moins étendue, sur la base des estimations avec les sondages, afin de pouvoir appréhender mieux le deuxième tir. Le creusement dans la zone la plus critique sous le canal, c'est-à-dire lors des croisements avec les réseaux, a été réalisé en continu. Et enfin, le point qui a été crucial dans l'analyse des risques lors de l'étude de cette optimisation, c'est la possibilité de voir le front en continu par le hublot du tunnelier à pression d'air Bessac. En réalité, le pilote voit tout ce qui se passe en direct, les venues d'eau, la moindre instabilité, et peut agir immédiatement. En cas de perte d'air, il peut asperger le front de mousse pour faire remonter la pression d'air. En cas d'instabilité, il peut pousser le tunnelier pour bloquer le terrain, fermer les volets et permettre derrière d'adapter si besoin. La lentille de sable qui avait été estimée par les sondages s'est avérée en réalité très proche lors du creusement. Il me semble de mémoire que le tunnelier a rencontré la lentille à 1 ou 2 mètres près, comme on s'y attendait, et la base de la lentille, à son épaisseur maximale, a été rencontrée un peu plus tôt que prévu, mais le fait d'avoir multiplié les sondages a été très intéressant sur le projet. Ces sables étaient bien gorgés d'eau, mais on le voit à l'écran, leur tenue a été très bonne. Il a suffi de maintenir une pression de l'ordre de 1 bar, qui correspondait à la pression hydrostatique sous le canal, pour limiter les venues d'eau et assurer un creusement en sécurité. Les tassements, qui était une des contraintes majeures sous les réseaux, sous le canal du Midi, ont été respectés. Les 7 mm contractuels n'ont jamais été dépassés. Et donc, on estime que les mesures qui pouvaient paraître au départ très sécuritaires ont permis de respecter ça. Aujourd'hui, les travaux sont terminés. Ils se sont bien passés, on n'a pas rencontré d'aléas particuliers, ils ont même été terminés en avance. Au stade de la conception, on avait prévu 4 mois par tir. Finalement, il a fallu environ 2 mois et demi par tir. Donc ça s'est très bien passé. Merci. Tout était bien, c'est ce qu'il faut